Bien sûr, je vous remercie pour cette précision. Je vous propose d'enchaîner sur la dernière présentation qui concerne vraiment l'étude d'usage en cours de la solution Lifelines et ensuite de recueillir toutes les questions sur l'ensemble des présentations pour ceux qui n'ont pas eu encore l'occasion de poser leurs questions. Donc moi, je suis Bastien Tavener, je suis sociologue, je suis spécialisé dans les domaines de la sociologie de l'innovation et de la sociologie des usages et plus particulièrement des usages du numérique. Et donc, je suis au CUS chargé d'études, en charge à la fois de l'élaboration et de la conduite de protocoles d'analyse des usages de solutions innovantes, que ce soit au stade de co-conception ou au stade, comme c'est le cas ici de Lifelines, d'expérimentation en situation réelle. Et je mène par ailleurs des travaux d'études sur les dynamiques sociales de l'innovation en santé. Euh, Rapidement, dans la perspective du déploiement donc, de cette solution, l'entreprise Lifelines entreprend une démarche d'évaluation. Monsieur Pavageau en a parlé tout à l'heure, via la mise en place de tests in situ, donc des tests en conditions réelles d'usage au sein de 2 sites, qui sont les sites des CH d'Antibes et d'Aix. Alors, le choix de ces sites a été facilité par leur inscription au sein du réseau des sites pilotes d'innovation du CUS. Donc, c'est un réseau de 23 établissements du secteur médical et médico-social qui sont membres de la FHF PACA et qui sont fédérés depuis début janvier 2022 pour prendre en charge des études cliniques, pour accueillir des expérimentations de solutions innovantes et pour s'engager dans des collaborations industrielles pour la co-construction de prototypes. Voilà pour en dire quelques mots. Alors, concernant ce projet-ci, le projet d'expérimentation de Lifelines, vous voyez bien défiler les présentations? Oui, oui. Bien, merci. Donc, sans rentrer dans les détails, il y a trois partenaires avec des rôles bien définis pour ce projet sur les 2 sites. L'entreprise Lifelines qui a la responsabilité de l'installation et de l'adaptation du dispositif technique que M. Pavageau vous a présenté avec la partie applicative et la partie robot. Donc là, on se concentre non pas sur les drones, mais vraiment sur la partie robot. Les CH qui ont vraiment la responsabilité d'accueillir ces tests et aussi de mobiliser les équipes pour les besoins des tests et des évaluations qui sont menées sur site. Et donc le Centre d'innovation et d'usage en santé, le CIUS, qui évalue le dispositif et notamment qui en évalue les usages à travers différentes phases que je vais vous présenter rapidement. Concernant le projet, il y a sur les 2 sites d'Antibes et d'Aix-en-Provence, il y a 3 grandes phases qui sont menées et elles sont menées chacune vraiment dans un esprit de collaboration avec les équipes soignantes sur place, l'entreprise et nous, côté CUS, pour représenter les usagers et les problématiques d'usage qui émergent tout au long du projet. Donc la première phase, c'est une phase de préparation qui a été menée sur place sur les 2 sites en collaboration avec les équipes pour faire remonter des besoins prioritaires et les besoins les plus pertinents dans le cadre des premières phases de test afin d'identifier des premiers scénarios d'usage, des premiers circuits qui seraient les plus pertinents et les plus à même de répondre à toutes les questions pour les besoins du test. Alors, ces tests sont menés en plusieurs étapes. La première étape qui va être l'étape dans laquelle on arrive là tout bientôt sur ces 2 sites, c'est l'analyse des conditions d'utilisation sur des circuits balisés et des conditions d'utilisation avec une assistance quand même technique rapprochée. L'idée, c'est que l'entreprise Lifeline soit présent pour rectifier sur toute une période d'une semaine et puisse suivre les usages et que nous, côté CUS, on puisse vraiment étudier les conditions d'utilisabilité, donc je vais y revenir, avant de pouvoir être dans un troisième temps qui est vraiment un temps de test en situation réelle d'usage à l'échelle, cette fois-ci, d'un CH entier, où là, on va non pas seulement voir ce qui se passe du côté des interactions entre les professionnels et la machine, mais également prendre en compte l'ensemble de l'écosystème d'usage, c'est-à-dire les professionnels, soignants, aidants, les publics des CH et les interactions entre toutes ces personnes et leur réception sociale du dispositif et leurs usages. Alors, concernant
les étapes en cours, et donc notamment la partie validation de l'utilisabilité de la solution sur les deux CH. On adopte une approche qui est à la fois itérative, dans le sens où elle est apprenante et qu'elle vise à adapter chemin faisant le dispositif dans toutes ses composantes, techniques, organisationnelles, etc. Et elle est bien sûr centrée sur les usagers, parce que c'est l'ADN du CIUS que de partir des usages, comme vous l'a présenté ma collègue Alexandra en introduction. Et donc, on va suivre tout un tas de dimensions. Tout d'abord, l'acculturation des équipes au dispositif via l'observation des séances de formation des équipes à l'utilisation du robot. L'idée, ce sera d'observer comment l'entreprise transmet les informations aux équipes, ce qu'elles en comprennent, les questions qui peuvent être suscitées, éventuellement les inégalités de réception ou de compréhension entre les différents services ou entre les différents individus au sein des services, eu égard à leur culture numérique personnelle ou plein d'autres dimensions qu'on va investiguer. Ensuite, on va aller regarder plus près la prise en main des outils lorsque le dispositif va être mis en circulation dans les CH suivant les scénarios d'usage qui auront été validés et balisés en amont. Donc là, on va réaliser une observation des usages en situation, des entretiens bien sûr avec les responsables de services mobilisés pour bien s'assurer que qu'il y ait une correspondance entre leurs attentes par rapport à cette expérimentation et ce qui est concrètement réalisé. Et bien sûr des entretiens collectifs ou des focus group qui rassemblent l'ensemble des utilisateurs qui vont être mobilisés, tels qu'ils utilisent de près ou de loin le dispositif pendant toute cette semaine de tests d'utilisabilité, pour vraiment recueillir l'ensemble des facettes qui concernent la prise en main des outils, toutes les dimensions de l'utilisabilité. Et tout ça va générer toute une matière un peu qualitative sur l'usage du dispositif, qui va être confrontée à l'analyse plus quantitative des traces d'usage et des traces d'usage numériques qui sont générées par le dispositif lui-même en termes de nombre de courses réalisées, de temps de parcours, de temps d'attente de la machine, etc. Et au croisement donc de ces données quantitatives et qualitatives qu'on aura eues via les entretiens et les observations, on va pouvoir restituer des premiers résultats en vue à la fois de la validation du dispositif, de l'adaptation éventuelle ou des formulations de pistes d'adaptation pour Lifelines dans la perspective d'un élargissement ensuite de l'expérimentation à l'ensemble du CH avec un robot qui est en autonomie et qui poursuit ses différents scénarios d'usage. Voilà pour la procédure générale des premières phases de tests qui sont prévues sur les sites d'Antibes et d'Aix-en-Provence. Concernant les dimensions étudiées, on va à la fois aller voir ce qui se passe au niveau de l'ergonomie de l'outil numérique et notamment de l'application de réservation des transports. L'adaptabilité du dispositif aussi aux conditions à la fois matérielles et organisationnelles des services qui sont investis, qui ont leur propre logique, leur propre routine, et on va voir dans quelle mesure ce dispositif est capable de s'y adapter. L'acceptabilité sociale du dispositif, bien sûr, pour l'ensemble des professionnels concernés. Et quand on parle d'acceptabilité sociale, c'est vraiment une dimension d'étude. L'idée, c'est absolument pas entre guillemets, d'identifier ceux qui rejettent le dispositif pour leur faire comprendre ce qu'ils n'auraient pas compris ou pour les faire changer d'avis, mais plutôt de travailler à ce que le dispositif soit, de par son cadre de fonctionnement, de par ses règles d'usage, acceptable par une diversité de publics professionnels qui sont concernés par les différents scénarios d'usage qui sont investis. Et ça passe par de l'observation, mais aussi par des entretiens approfondis sur les différentes dimensions de l'usage à un instant T et des projections aussi sur la généralisation de ce type de dispositif. Ensuite, bien sûr, on va observer et étudier l'efficacité de la solution en termes d'automatisation des transports et sa propension à répondre à ce que M. Pavageau présentait comme mot d'ordre du dispositif, qui est de libérer du temps patient. Et bien sûr, on étudiera l'ensemble des freins à l'usage, voire des usages surprenants qui peuvent émerger des fois en situation expérimentale et qui peuvent être d'autant de pistes d'évolution ou d'adaptation du dispositif. Il y a une slide qui a sauté, mais voilà, concernant les dimensions étudiées, elles seront bien sûr complétées par la troisième phase, donc j'y reviens, la phase de test en situation réelle d'usage, où là, on sortira vraiment des considérations en termes d'utilisabilité du dispositif
pour aller prendre toute l'épaisseur sociale de l'usage, entre guillemets, et aller voir la réception du dispositif par tout à chacun en situation naturelle. Voilà, je m'arrête ici pour laisser de la place aux échanges et n'hésitez pas donc à nous interpeller sur l'ensemble des présentations si vous voulez des précisions ou si vous voulez témoigner éventuellement de ce que ce type de dispositif fait écho par rapport à vos besoins particuliers. Vous êtes un CH, vous êtes une structure hors CH qui pourrait avoir aussi des besoins qui correspondent avec ce qui a été présenté. N'hésitez pas à vous manifester, à prendre la parole. Je vous remercie pour votre écoute. Je vois que dans le chat, il y a des questions techniques qui ont été adressées. C'est bien. Donc, Logan, côté Lifeline, se charge d'y répondre. Vous avez aussi ses coordonnées. Vous pouvez interpeller sur les questions vraiment techniques. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je sais qu'on a parmi nous différentes structures qui sont représentées, des CH, mais aussi des EHPAD. Est-ce qu'il y a des cas d'usage qui n'ont pas été forcément développés et qui vous intéresseraient autour de ces solutions d'automatisation? Ou est-ce que vous voulez revenir aussi sur l'expérience de Lille et sur des points précis sur ce qui a été présenté? Une question sur la certification. Une double certification serait nécessaire pour la sécurisation. Question de fiabilité et responsabilité par rapport au mouvement logistique. Est-ce que, côté Lifeline, vous avez des remarques par rapport à ces questions de sécurisation et de certification? Oui, tout à fait, c'est absolument essentiel. En fait, le système lui-même donc a une traçabilité et bien une vérification. Et là, je vais repasser la parole à Pascal Audoux, puisqu'on avait fait l'expérimentation en simulant des stupéfiants. Donc là, évidemment, la réglementation ne permet pas de passer stupéfiant dans ce genre de système. On va faire des démarches pour que ça puisse être homologué et certifié. Ça passe pendant un certain temps. Mais je pense surtout aux produits, que ce soit du sang ou les poches de chimio, puisque ce sera ça qui sera utilisé prochainement. Et là, Pascal, là aussi, comment tu vois les choses? Alors, je pense que la question, elle est peut-être un peu plus vaste encore que ça. On va avoir une certification de ce qu'on a le droit de mettre dedans. Ça, c'est une évidence. Donc, effectivement, il va falloir respecter le Code de la santé publique qui n'a pas forcément encore intégré les notions de numérisation et d'automatisation. Donc, c'est notamment sur les stupéfiants, c'est de main à main. Et donc, c'est difficile de mettre une main dans le robot. Donc, forcément, il faut qu'on fasse changer la loi. Mais il y a aussi, je pense, une certification, et c'est un peu ce qu'on a commencé à faire et que vous avez vu sur le film, c'est de vérifier que le robot est capable de détecter des mouvements, de s'arrêter quand il doit s'arrêter parce qu'il y a passage de personnel, et tout ça, il va falloir le qualifier dans différents systèmes, différentes positions afin d'être certain que on prend aucun risque avec ces engins. L'autre question qui pourrait être donnée, c'est le fait, comme ils se déplacent tout seuls, le risque qu'il y ait une effraction des robots, mais c'est exactement le même risque qu'une boîte qui se déplace tout seul. Donc, pour nous, ça ne pose pas trop de problème. On va surtout certifier le côté, j'allais dire, matière qu'on met à l'intérieur et le côté, il n'y a aucun risque pour patients et personnel quand le robot arrivera dans des zones peuplées. On est même allé un petit peu plus loin avec l'ARS PACA, puisque nous sommes à Aix-en-Provence, avec le docteur Jean Ginot qui s'occupe de tout ce qui est hémovigilance, donc côté sang, mais aussi côté médicaments. Excusez-moi, je risque de d'écorcher le nom, mais je crois que c'est la commission de surveillance du médicament. Cette notion de robot a été présentée. En tout cas, cette commission est tout à fait favorable à cette évolution vers les robots. Bien sûr, il faut faire évoluer les certifications, ce qu'il faut, mais en tous les cas, c'est un œil très, très favorable. Merci pour ces réponses et ces échanges. Je vous en prie. Je me permets juste… Alors, attendez.
Hop, voilà, parfait. Je me permets juste d'intervenir sur deux questions qui ont été posées dans le channel conversation. Donc, il y en a une, effectivement, on n'a pas présenté ces modules-là, mais sur les charges lourdes. Donc, tout ce qui va être logistique, tel que blanchisserie, plateau repas, déchets, documentation, etc., etc. Donc, en effet, nous intégrons des solutions donc de robots qui vont être différents. On appelle ça on va appeler ça des robots qui vont soulever, en fait, qui vont venir en dessous pour soulever des chariots, donc voilà, donc sur les charges lourdes, et des robots qui vont tracter, donc via un bras, qui va venir s'accrocher à divers chariots pour venir tracter plusieurs chariots d'un coup. Donc voilà, et pour répondre à Monsieur Boucher, avez-vous pu réaliser un POC de cette solution charge lourde? Les POC de cette solution ont déjà été réalisés. Nous intégrons juste ces robots qui sont des solutions de notre fournisseur MIR, qui est le leader mondial en termes de robotique AMR. Donc, il n'y a pas de proof of concept de la part de Lifeline à faire au niveau de cette solution, car elle a déjà été prouvée par notre fournisseur. Nous, ce qu'on intègre en plus de ce simple robot, c'est justement cette connexion à tout l'environnement d'un établissement, notamment les connectiques ascenseurs, les connectiques portes automatiques, etc., etc., et l'application qui est une application unique pour tout type de transport, que ce soit de la charge lourde, de la charge légère ou même du drone, voilà, par la suite. Voilà. Merci beaucoup pour la qualité de votre réponse. Je me permets d'intervenir, donc Rémi Boucher. Je voulais du coup aller plus loin. Vous avez évoqué effectivement constructeur MIR, mais est-ce que vous avez déjà pu intégrer donc ce type d'AMR charge lourde dans un CH ou pas d'ailleurs? Alors nous, en particulier, nous avons pas intégré ce type d'AMR charge lourde, donc robot souleveur, robot tracteur dans un CHU en France. Par contre, ils sont en effet intégrés, notamment aux États-Unis et certains en Europe. Et mais Monsieur Boucher, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je pourrais vous faire passer la vidéo justement de MIR. Moi, je peux vous donner l'exemple du CHU de Lille. Nous, on l'a intégré en stérilisation. Et en fait, le personnel reconstitue tous les plateaux. Et quand on a l'armoire complète qui est remplie de plateaux, le système vient en dessous de l'étagère, porte l'étagère et va la mettre directement dans l'autoclave, permettant ainsi d'éviter que le personnel soit en contact avec les différences de chaleur liées à l'ouverture des portes des autoclaves. Et ça marche comme ça depuis maintenant ça doit être une dizaine d'années. Merci. Merci pour ces réponses. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a déjà un petit peu dépassé l'heure de fin prévisionnelle. Si certains veulent en profiter pour poser des dernières questions. Bon, dans ce cas, c'était parfaitement clair. Donc, vous avez dans le chat sur les coordonnées. J'aurais peut-être une petite question. Oui, vous m'entendez? Je vous en prie, allez-y, bien sûr. Je voudrais juste une question au niveau quand ça tombe en panne. Donc il faudra qu'on récupère du temps humain mais je veux dire au cas où, qu'est-ce qui se passe si jamais ça tombe en panne, voilà. Qu'est-ce qu'on fait exactement? C'est ça cette question. Est-ce que vous avez eu cette occasion-là de le tester? Il se passe une panne, c'est quoi le système B? Voilà. Oui, oui, Monsieur Ocarni. En effet, même si les robots MIR sur lesquels on est basé, les AMR, ont un taux de fiabilité tout à fait remarquable. On a vu, il y a des hôpitaux qui l'utilisent depuis 5 ans avec 0 panne et 0 collision. Donc, on a vraiment fait le choix de ne pas prendre le moins cher, c'est certain, mais en tous les cas, prendre le plus fiable.
C'est D'accord. essentiel. Mais bon, il peut toujours y avoir des petits soucis. L'idée, c'est qu'il y a de toute façon une communication entre notre robot et la supervision, le poste de pilotage, ce qui fait que s'il y a un souci, déjà, il y a une information instantanée. Et s'il est bloqué, on peut déjà réouvrir les portes de manière manuelle, récupérer tout le matériel disponible. Et ce qu'on nous prévoit de toute façon, c'est pouvoir. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on considère que dès qu'on passe l'expérimentation, il faut au moins 2 robots pour que s'il y en a un qui est en panne, on ne soit pas complètement bloqué. Et nous, notre engagement, c'est vraiment justement ce service, puisqu'on n'est pas des vendeurs de robots ni des vendeurs de drones. On est vraiment, notre engagement, c'est sur le service. Et du coup, on organise un service de maintenance qui peut intervenir comme les ascenseurs en moins de 2 heures pour pouvoir débloquer, éventuellement remplacer le robot en moins de 24 heures. Donc là, on s'organise ceci sur tout le territoire, c'est quand même pas rien, pour pouvoir en effet dépanner, puisque l'idée c'est qu'une fois qu'on a un outil qui marche bien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dès qu'il y a une panne, on voit tout de suite que ça risque d'être très pénible. Donc ça, c'est la qualité d'assurance, je dirais, type ascenseur. D'accord. Et j'ai une autre question pour le robot tracteur. Il y aura toujours besoin d'un être humain? Heureusement d'abord, mais d'ailleurs on parle souvent maintenant de coursiers assistés par robot. Là aussi, les équipements, les machines, c'est comme votre PC, vous avez pu remarquer, il ne marche pas tout seul. Donc il y a toujours des petites choses à faire. Moi, j'ai beau être ingénieur, travailler dans l'innovation depuis 30 ans, je sais que rien n'est magique avec la techno. Et au contraire, on a bien prévu, on a parlé tout à l'heure d'acculturation, c'est que les coursiers, le personnel que vous avez aujourd'hui, il y a un premier niveau, ce que j'ai appelé coursier assisté par robot, qu'en effet, vous avez les compétences de premier niveau pour pouvoir aller un peu plus loin. Là aussi, il y a toujours plein d'idées derrière. Il y a eu des questions sur les interfaces, sur les utilisations. Comme disait Bastien, sur les utilisations surprenantes. On est toujours surpris à chaque fois qu'on a un projet sur un site. Il y a toujours des nouvelles idées. Et on est vraiment dans une logique de transfert de compétences. Et là, ça dépend de chaque hôpital. Certains veulent un transfert de compétences 100%. Vraiment, ils veulent maîtriser la techno de A à Z. D'autres, au contraire, disent nous, on veut du transport, on sous-traite tout à 100%, on veut surtout que s'occuper de rien. Et là, en effet, c'est notre service Gold, avec l'assistance téléphonique, et ainsi de suite. Mais de toute façon, heureusement, c'est le but, un hôpital, il y a quand même beaucoup d'humains. D'accord, merci. Merci à vous. Est-ce que il y a d'autres questions sur le dispositif ou son expérimentation? Si des questions vous viennent ultérieurement, vous pourrez toujours revenir vers nous, vers l'ensemble des intervenants, et on se fera un plaisir de vous répondre. Si vous n'avez pas d'autres questions, vu qu'on a déjà bien dépassé le temps, je vais vous souhaiter une excellente soirée à toutes et à tous, et puis on ne manquera pas de vous faire de vous informer des suites de ces tests en cours de Lifeline et de leurs résultats. Si en plus j'ai un logiciel où je fais juste la demande de service, ça me programme la totalité du flux, du début à la fin, je signe.